Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je vous accueille dans Midi News pour 2 semaines. Midi News en compagnie aujourd'hui de William Tay. Bonjour William. Bonjour. Vous êtes président du Cercle de réflexion Le Millénaire. À vos côtés, Dr Ludovic Toro. Bonjour. Médecin émère UDI de Coubron. Et nous accueillons également Vincent Roy. Bonjour. Bonjour. Journaliste et essayiste. On évoque avec vous et on débat de l'actualité dans un instant. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité de ce lundi 1er août avec Mathieu Rio. Le 20 juillet, 3 policiers en civil avaient été agressés dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un deuxième suspect a été placé en garde à vue. Il sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Cet homme de 26 ans en situation irrégulière n'a pas de casier judiciaire. Il n'a pas contesté les faits et présenté ses excuses. À Reims, un Syrien suspecté de 2 viols sera jugé le 23 août. Il comparaîtra non pas devant une cour d'assises, mais devant un tribunal correctionnel. L'objectif, pouvoir rendre le jugement plus rapidement à la demande des 2 victimes. L'homme de 30 ans en situation irrégulière est accusé d'avoir commis ces 2 viols en pleine rue. En Ukraine, c'est le premier chargement de céréales depuis des mois. Ce cargo a quitté ce matin le port d'Odessa à destination du Liban, conformément à l'accord conclu avec la Russie à Istanbul. C'est une journée de soulagement pour le monde, s'est félicité Kiev, en particulier pour nos amis du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique après des mois de blocus russe. Fin de citation. Aux États-Unis, l'incendie le plus vaste de l'année en Californie poursuit sa progression, attisé par des vents forts, des conditions de sécheresse extrême et de fortes températures. Les flammes ont détruit plus de 20 000 hectares de forêt. Le gouverneur de l'État a déclaré l'état d'urgence ce week-end. Plus de 2000 résidents ont reçu l'ordre d'évacuer. C'était l'essentiel de l'information à 11h. Place à votre chronique santé. Bonjour Docteur Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre. Alors une réaction totalement allergique au soleil, heureusement non, sinon on ne pourrait pas mettre le nez dehors. Mais effectivement, il existe une réaction inflammatoire de la peau au rayonnement du soleil. On appelle ça la lucite estivale bénigne. Alors ça survient généralement à peu près 12 heures après une exposition intense et prolongée au soleil. Ça touche surtout les femmes entre 25 et 35 ans. Ça peut aussi toucher les hommes, mais c'est plus fréquent chez les femmes. Ça va se traduire par une éruption de petits boutons. Ça fait un petit peu comme des granulés. Vous voyez, plein de petites papules comme ça au niveau de la peau. Mais surtout, ça a comme caractéristique de toucher certaines zones simplement du corps. Essentiellement, le décolleté et les épaules. On peut en avoir un petit peu sur les bras et les jambes, mais pratiquement jamais sur le visage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le visage est exposé toute l'année au rayonnement solaire. Donc, il est habitué. Alors que là, ce sont des zones qui ne sont pas habituées à être exposées au rayonnement solaire. Ça survient plus fréquemment au bord de la mer, mais ça peut aussi survenir à la montagne ou à la campagne. Et la mauvaise nouvelle, c'est d'abord que ça peut vous gâcher le début des vacances, parce que ça démange terriblement. Ça peut même aller jusqu'à vous empêcher de dormir. Parfois, il faut aller consulter et votre médecin vous conseillera une crème à la cortisone pour vous apaiser, à passer le soir. Et autre mauvaise nouvelle aussi, en général, quand on a eu une fois une lucite estivale bénigne, eh bien, ça recommencera l'année suivante. Alors, les conseils pour l'éviter, c'est effectivement de s'exposer au soleil, mais progressivement. Y aller tout doucement, le temps que la peau puisse s'habituer. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, il faut y aller progressivement. Et il existe depuis peu des crèmes spéciales justement pour lutter contre la lucite estivale bénigne. Regardez bien sur les tubes de crème, il sera écrit LEB comme lucite estivale bénigne. Car même si c'est bénin, ça peut vous gâcher le début des vacances, donc mieux vaut prévenir que guérir. C'était Bonjour Docteur Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
Voilà, de retour dans Midi News pour commencer nos débats avec ce premier sujet. Pas de répit l'été pour les problèmes de crack à Paris. Après la polémique sur la colline du crack, sur le squat du parc Éole, les craqueux ont été déplacés porte de la Villette. Mais rien n'est résolu à ce jour. Les consommateurs de crack et leurs nuisances continuent à perturber les quartiers du nord-est parisien. Des individus qui errent dans les rues et hantent les nuits des riverains, notamment ceux de la place Stalingrad, à quelques centaines de mètres des installations de Paris-Plage. Un point de deal est installé depuis des années aux grandes dames des voisins. C'est ce qu'ont pu constater nos journalistes sur place. C'est dans le 19e arrondissement place Stalingrad et à proximité du canal Saint-Martin que les dealers de cette drogue aux effets dévastateurs vendent leurs marchandises à quelques mètres des installations de Paris-Plage. Jacques est un riverain de la place et il dénonce depuis plus de 3 ans ce point de deal sur les réseaux sociaux. Voilà l'attroupement à 0h45. Donc c'est le bar à crack. Un quartier qui montre 2 facettes à ses habitants. Celle de la journée, festive et relaxante des bords du canal, et celle de la nuit qui, à partir de 22h, change de visage. On peut voir les dealers et les consommateurs s'installer tranquillement. À 4h du matin, ça bat son plein, il y a une 50aine de personnes qui circulent. C'est une effervescence, on est sur un marché. De ses fenêtres, il peut assister chaque soir aux transactions qui se font sur ses marches, juste en bas de chez lui. Au moment où nous filmons, une femme est allongée, anesthésiée par les effets du crack. Comme ses voisins, Jacques doit subir jusque tard dans la nuit les nuisances récurrentes et les bagarres entre dealers. Ça fait 3 ans que je ferme mes fenêtres, j'ai mis des fenêtres à triple vitrage. Et je mets des boules qui restent pour dormir. Mais c'est pas normal. Les voisins espèrent qu'enfin les autorités vont agir contre ce fléau du crack. Le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, nommé le 20 juillet dernier, a pour mission d'éradiquer le trafic de cette drogue de la capitale. Connecté avec nous, 4e invité de ce plateau à distance, Tarak Sassi. Bonjour, merci de faire partie de notre plateau aujourd'hui. Vous êtes fondateur du collectif Paris Anti-Crack. On le disait, c'est un dossier itinérant, ce déplacement de toxicomanes dans Paris. Il y a 1 an, la mairie décidait de déplacer les toxicomanes vers la porte de la Villette. Le problème change de quartier sans que rien ne soit résolu. Vous faites partie de ces riverains qui ont des toxicomanes, qui voient ces toxicomanes se shooter tous les jours sous leurs fenêtres. Alors, petit rappel, les toxicomanes ont été déplacés dans une guerre d'égo politique par le préfet de police et Gérald Darmanin à la porte de la Villette, qui est à proximité des quartiers de la Chapelle, de Gare du Nord et de Stalingrad. Donc, ce que vous voyez, en fait, n'a jamais bougé. On a envoyé plusieurs images qui montraient que les stations de métro pendant l'hiver étaient totalement envahies. La ligne 5, la ligne 12, la ligne 2, la ligne 4, la ligne 9. On a eu des cas qui sont descendus jusqu'à Nation, qu'aujourd'hui, des personnes qui vivent dans le quartier de Bastille se plaignent. Il faut savoir qu'à Bastille, il y a le point Solidarité actif qui s'occupe de tous les SDF de Paris et des nouveaux arrivants, et dont beaucoup sont des toxicomanes, et les associations Aurore et Gaïa ont directement un contact avec eux, et ces associations justement Aurore et Gaïa, le résultat aujourd'hui de leurs actions, c'est soit la pérennisation, soit l'augmentation du nombre de toxicomanes, ce qu'on dénonce depuis très longtemps. Nous, aujourd'hui, on ne va pas se limiter à être collectif. Je déconseille d'ailleurs tous les riverains à rester en collectif, parce que le collectif, c'est un statut juridique que n'importe qui peut usurper. On a eu ça d'ailleurs avec le Parti communiste de Pantin, qui se sont associés à une spéculatrice immobilière pour justement plus parasiter et casser nos actions locales et riveraines. Et aujourd'hui, c'est les riverains qui doivent se rassembler. Qu'allez-vous changer alors pour être plus efficace et pour tenter d'obtenir gain de cause? Nous sommes en association, nous commençons déjà à agir. Beaucoup d'entre nous ont une expérience de la rue, beaucoup ont une expérience du social qui veulent reprendre, mais aussi de l'aide aux riverains. Nos actions ont permis de sauver des mineurs qui étaient en proie à du trafic humain et de la prostitution et des viols à répétition. Malheureusement, nous avons beau alerter les élus locaux, que ce soit en préfecture, mairie, toutes les institutions qui peuvent exister au niveau local et État,
Malheureusement, la priorité a été pour le cinéma électoral des présidentielles qui se sont servis de nous quand il y avait besoin, mais dans le reste, il n'y avait aucune action concrète qui a été mise en place. Merci Tarek Sassi. Vous restez en ligne évidemment avec nous. On va ouvrir le débat aussi sur notre plateau. Mais si vous voulez interagir avec ces invités qui sont autour de moi aujourd'hui, évidemment, vous nous faites signe. Ludovic Toro, comment sortons de cet enfer qui est évidemment en premier lieu pour les habitants, mais qui est aussi devenu, on le disait, un lourd dossier politique et un problème de sécurité publique? Oui, mais... D'abord, depuis un an, on n'a rien fait. On a juste déplacé le problème. Et d'ailleurs, le problème reste sur place. Mais on va charger le préfet Numès de gérer ça. Mais c'est un problème de santé publique. C'est pas seulement le côté policier qui vaut, c'est le côté de santé. Il faut voir le nouveau ministre de la Santé. C'est une addiction. C'est une addiction, il faut traiter cette addiction. Ces gens-là, le crack c'est facile, ça se fume, c'est de la cocaïne qui se fume, c'est pas très cher, ça va très vite, c'est une drogue qui vous fait monter très rapidement et qui fait descendre tout aussi rapidement. C'est un problème d'addiction. Mais il n'y a aucun travail de santé publique sur ce domaine, si ce n'est de déplacer et mettre le maire d'Aubervilliers en difficulté, Karine Franklin, et le maire de Pantin. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fait. De toute façon, pourquoi personne n'a le courage de les déplacer, certes, mais dans un centre de soins, puisque c'est de ça dont ils ont besoin. Rappelez-vous les salles de consommation à moindre risque, ce que ça a fait, parce qu'on a fait une erreur, on les a mis dans des quartiers pavillonnaires, alors qu'il fallait les coller à des... Quand vous avez un problème d'alcool, il y a de l'addiction à l'hôpital pour l'alcool. Pareil pour le tabac. Pourquoi on ne l'aurait pas pour le crack et pour les héroïnes? Il faut coller dans un service hospitalier. C'est compliqué à mettre en place, ça coûte cher, on manque de moyens. C'est une volonté politique. Est-ce qu'on prend ces gens comme seulement des délinquants, mais aussi comme des souffrants et des patients? Dans ces cas-là, on crée des structures intra- ou péri-hospitalières. Personne ne propose ça, si ce n'est de mettre ces centres en plein milieu des écoles. Donc évidemment, personne n'est d'accord. Donc reprenons les choses. Du côté police, ça n'a pas marché. Voyons du côté santé et proposons en effet des centres quelque part de désintoxication et de prendre en charge ces gens qui ont des polypathologies. Soyons honnêtes, personne n'a envie d'avoir ce genre de centre près de chez soi. Sous ses fenêtres. Enfin, il y a deux problèmes que vous évoquiez d'ailleurs très bien. Il y a à la fois le problème de la sécurité et le problème de la santé. Bon, ce qu'on peut observer d'emblée, c'est qu'il faut que à la fois la mairie de Paris et l'État se mettent autour de la table et viennent discuter. Bon. Alors que jusqu'ici, on a plutôt l'impression que c'est un inlassable rejet de responsabilité des uns aux autres. Ce qu'on observe, c'est que Madame Hidalgo aime, ça tient à son nom, elle aime les rimes en haut, elle aime les vélos et les travaux. Bon, au-delà de ça, je ne suis pas sûr qu'elle soit extrêmement préoccupée. Moi, je pense beaucoup, alors vous avez raison d'évoquer les problèmes de santé, je pense aussi beaucoup aux riverains. Quand vous avez toute votre vie payé un appartement, il est invendable. Dans l'état actuel des choses, il y a certains quartiers, vous ne pouvez plus... C'est vrai que c'est une question qu'on aborde moins, mais l'immobilier de l'Est parisien a dû chuter. C'est quand même nord-est parisien. Absolument capital. Je vous rejoins sur le fait qu'il y a manifestement une volonté politique de déplacer le problème et de ne pas le régler. Et puis j'ajoute une dernière chose. Il m'est arrivé d'avoir une conversation, vous parliez d'Aubervilliers, avec la commissaire d'Aubervilliers, qui me disait, à la fois pour les mineurs délinquants, le crack, etc., elle me dit, moi, j'apporte, et c'est mon métier, une réponse pénale, mais cette réponse pénale, elle ne suffit pas. Je ne fais que la moitié du problème. Donc il y a effectivement un problème de santé à régler, et surtout, arrêtons de déplacer les problèmes, à la fois de Stalingrad jusqu'à la porte, jusqu'à la Villette. Vous me permettez. Ça ne règle aucun problème. Alors, Tarek Sassi, vous voulez réagir, évidemment, on vous donne la parole. Alors, moi, j'entends parler de solutions policières, de solutions judiciaires qui ne sont pas suffisantes. Elles sont inexistantes. Voilà. Elles sont inexistantes. Quand vous appelez déjà la police pendant 1h30 et que les policiers sont dépassés, ils ne peuvent pas venir, non. Là, aujourd'hui, on a mis une politique d'accompagnement à la consommation avec des associations grassement subventionnées pour empoisonner des gens à coût de 25 millions d'euros pour avoir le résultat qu'on a. Dans mon quartier à Marx-Dormois, ça n'a pas bougé. 4 hôtels sociaux, 2 structures pour s'occuper d'eux. Et c'est un enfer, c'est une merde impossible aujourd'hui de prendre le métro. On vit un enfer. La gare du Nord, qui est la première gare européenne, qui aujourd'hui a envie d'aller se balader dans la gare du Nord? Qui aujourd'hui a envie de prendre un train
en sachant les risques qu'il peut y avoir. Gare du Nord, ça s'est encore plus concentré. On a eu le point de la Villette, le point de Gare du Nord. On a eu... allez voir ce qui se passe à la place de la République, que ce soit au-dessus ou dans les tunnels. Allez Par voir à exemple, si vous êtes en Châtelet. train de nous dire qu'on est en train de faire une croix sur une partie de quartier de Paris, alors qu'on parle des Jeux Olympiques pour l'année prochaine, on laisse sombrer un quartier. On laisse les choses pourrir. Et moi, j'aimerais avoir une pensée aussi pour ces provinces comme Alençon, comme Rouen, comme Bordeaux, comme beaucoup de villes aujourd'hui qui sont envahies par ces problèmes de drogue dure énormes qu'on oublie. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de mener une politique de l'accompagnement à la consommation. Et là, François Hollande et Marisol Touraine doivent prendre leurs responsabilités. Parce que le résultat de leur politique à la con, on la voit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes SDF et vous êtes toxicomane, vous êtes logé en hôtel social. Vous êtes SDF normal, vous restez dans votre merde. Il y a beaucoup de gens, après cette crise sanitaire à la con, où on n'a rien fait vraiment pour remettre les gens au boulot et que l'économie se redresse, qui vont se retrouver à la rue. Allez voir l'enfer que vivent les restaurateurs à Gare de l'Est qui sont obligés de fermer à 10 heures, parce que passer une certaine heure, ça devient un coupe-gorge insupportable. Allez voir, on n'est plus en train de parler de Gare du Nord, c'est Gare de l'Est, c'est Saint-Lazare. C'est des endroits incroyables. Quand on s'est mis à la recherche de mineurs, on n'était plus limité à un secteur, on était vraiment sur l'Est parisien. Et même si aujourd'hui, on a pu empêcher la création de ce centre à Chardon-Lagache, et qui m'a été reproché par beaucoup de ces gauchistes notoires qui croient avoir la solution avec l'accompagnement à la consommation, on a une insécurité galopante et un trafic de drogue qui veut quand même s'investir sur les portes du 16e arrondissement. Et là-dessus, on alerte. Mais que fait l'État? Que fait la police? Que fait les élus locaux? On en débat justement tous ensemble, Tariq Sassi. Il faut que je passe la parole à William Tay, qui est là depuis le début et qui n'a pas encore parlé. William Tay, le nouveau préfet de police de Paris, on en a parlé brièvement, Laurent Nunez, a été appelé par le ministre de l'Intérieur à résoudre ce double problème, ce triple problème. Mais Laurent Nunez a-t-il une arme secrète que son prédécesseur n'avait pas? C'est la question. Laurent Nunez est quelqu'un de compétent, mais ce qui compte, c'est la question de la doctrine, la question de la volonté politique. La question du crack à Stalingrad et le crack globalement, c'est une triple question. Civilisationnelle, sanitaire et une question d'ordre public. Civilisationnelle, parce que nous, on travaille sur la question du conflit entre la Chine et les États-Unis, et la Chine a coulé, notamment c'est le discours de Xi Jinping, à cause de la question de l'opium. Donc si par cas on ne veut pas que notre civilisation coule, il faut résoudre la question du crack de façon impérative. Sur la question sanitaire, elle est importante, la question sanitaire, mais il faut ne pas oublier que ces personnes, à un moment, notamment au début de leur consommation, ont fait le choix de consommer. Et donc c'est davantage des délinquants que des victimes en ordre de priorité. Et pour soutenir la question des riverains et soutenir la question de l'ordre public, c'est qu'à chaque fois on veut faire les deux en même temps. On veut résoudre la question de l'ordre public et la question sanitaire. Il faut mettre une priorité. La priorité, les deux sont liés. Les deux sont liés. Mais de toute façon, la consommation de crack est un acte délictuel. Donc c'est-à-dire que rien que sur ce fondement, rien que sur cette base, les policiers peuvent intervenir pour foutre ces personnes-là en prison. On est laxiste dès ce premier niveau-là. On n'arrête pas les consommateurs de crack. De toute façon, la consommation et les points de deal, il faudra les arrêter au bout d'un moment. Soit on prend ces personnes-là et on considère que c'est une question de sanitaire, et dans ce cas-là, on les déplace à la Villette, à Pantin et dans une autre ville. On va proposer à Ludovic Toro de récupérer pour sa ville, évidemment, il va dire non, il n'y a aucun maire qui voudra de ces personnes-là, il n'y a aucun riverain qui voudra de ces personnes-là. Donc je pense que la priorité numéro 1, c'est la question de l'ordre public. Et ensuite, une fois qu'on a résolu la question de l'ordre public, on résoudra la question sanitaire, mais une fois qu'on a débarrassé les quartiers de ces personnes-là. Alors ça fait réagir. Je donne la parole à Tariq Sassi d'abord parce qu'il est plus loin et ensuite Ludovic Toro. Alors moi, je vous écoute. Ce que vous dites, c'est très utopique, c'est ce qu'on aimerait avoir. Mais l'ordre public, nous, on en est totalement privés. Déjà, les services publics, on en est totalement privés. Ça s'est empiré avec cette crise sanitaire. Il y a des points de deal qui se sont sédentarisés. Dans le 18e, dans le 19e, dans le 10e, et qui s'amplifie maintenant sur le 9e, et qui descend le long de l'Est parisien. Et maintenant sur plusieurs banlieues. Déjà, sur l'ordre public, il n'y a rien du tout. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau du judiciaire et du policier, on en est là. Il n'y a aucune volonté politique claire, alors qu'il y a des groupes criminels organisés qui sont établis depuis très longtemps. On sait ce qu'ils font et ça n'a pas bougé. Et maintenant, je veux dire, là, quand vous voyez ce qui se passe à Porte de la Villette, en gros, c'est un cancer qui a encore plus frappé l'ensemble de l'Est parisien, parce que vous avez l'accès au tramway qui descend de Porte de Vincennes jusqu'à Porte d'Asnières. Donc, quand vous voyez ces mêmes toxicomanes devant le tribunal de Paris en train de errer à Porte de Clichy,
Il n'y a rien du tout. Ensuite, pour la question civilisationnelle, moi j'aimerais vous rappeler quelque chose, parce qu'il y a eu des amalgames assez pourris qui ont été faits pendant toutes ces élections présidentielles, dont un par M. Zemmour qui a fait un amalgame sur Afrique, islam et crack. Le crack a été créé dans les Caraïbes et a eu son expansion dans les États-Unis. Okay ? C'est une pure création américaine. Les Américains, malgré toute la fermeté qu'ils ont, ils n'ont pas réussi à vraiment endiguer ça parce qu'il y a eu des États qui étaient pour l'accompagnement à la consommation et d'autres qui étaient pour la fermeté. Et ceux qui ont eu plus ou moins des résultats, c'est ceux qui ont été pour la fermeté. Et qu'en France, aujourd'hui, on veut avoir le même comportement que l'État canadien, comme ce qui se passe à Toronto, enfin à Vancouver, excusez-moi, et à Montréal où j'ai vécu 2 ans. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est des villes zombies et que Paris est en train de se diriger vers ça et que les villes de province qui ne sont pas du tout équipées sont en train d'arriver vers ça. On est en train de faire un croisement de malades. Vous avez la série The Shield d'un côté et Plus belle la vie qui se rentre dedans. C'est ça la France aujourd'hui. Alors Ludovic Toro qui voulait réagir, vous avez eu un propos extrêmement argumenté, donc on a beaucoup de choses à commenter. Oui et non. Oui sur le fait qu'évidemment on a un vrai problème de drogue dans notre pays qui dépasse largement le crack, c'est-à-dire qu'on a une des consommations les plus fortes en Europe et c'est un échec total. À chaque fois sur le cannabis, sur l'héroïne, sur la cocaïne, sur l'ecstasy, on est devant un échec. Le crack on le voit un peu plus parce que c'est beaucoup plus violent, c'est une drogue. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, je vais expliquer pourquoi. Si un policier prend un consommateur de crack et le met dans le commissariat de police, il finira à l'hôpital. Parce qu'il sera en manque tellement fort que la police ne pourra pas le gérer. Ce qui prouve que c'est un problème médical. Ça veut dire que c'est une solution finalement. Oui, si on les arrête tous, ils peuvent tous accéder à certains soins. Sauf qu'il faut des structures spécialisées. Vous pensez bien que vous n'allez pas le mettre en médecine interne ou dans un lit de chirurgie. Il faudra des structures spécialisées. Oui, mais le temps que tu construises le centre spécialisé, d'ici là, les riverains seront toujours le même mais problème. Je suis d'accord. Donc d'abord, je te propose, c'est d'abord de les sortir. Et ensuite, après, on les donnera. Mais non, ils vont pas dire. Non, t'as jamais vu quelqu'un en manque. Tu peux créer des centres administratifs et sortir ces personnes-là. Quelqu'un qui est en manque de crack, tu ne le tiens pas dans un commissariat de police. C'est impossible, c'est médicalement impossible. Il faut des structures adaptées pour les isoler médicalement. Médical. Il faut qu'il soit médical. Une addiction et un manque de crack, c'est ça. Et c'est Tarek Sassi brièvement et puis Vincent Roy qui voudrait réagir aussi. S'il vous plaît. Ces structures spécialisées, on peut les créer du jour au lendemain. Oui. On a, quand vous voyez qu'un Anglais a été capable d'acheter un ensemble, la moitié d'un village qui a été abandonné en Normandie à moins de 26 000 € et que ces 26 000 € aujourd'hui, on pourrait les engager pour créer des villages thérapeutiques ou des centres de sevrage éloignés des habitations, on peut le faire. Il n'y a pas besoin de construire, il y a tout ce qu'il faut en France. Il y a tout ce qu'il faut. Mais il n'y a aucune volonté. On a parlé de manque de personnel médical pour d'autres parties de l'hôpital. Peut-être qu'on manque de soignants aussi. Oui, mais on n'est même pas protégé, c'est ça la problématique. C'est essayons, plutôt que de faire des murs. Essayons quelque chose. Il faut faire une proposition. C'est le sevrage qui compte. Oui. Aujourd'hui, c'est le sevrage. Ça va être dur, et c'est sur ça qu'il faut pousser. Il faut arrêter là, ces expérimentations à la con qui nous ont pourri notre vie, qui font de notre vie un cauchemar. Vous imaginez que ma femme, elle a peur de sortir. Elle a peur de sortir à toute heure aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, moi, aujourd'hui pour ma femme et pour ma mère qui veut plus venir dans mon quartier? On fait quoi pour elle? On fait quoi? On fait quoi pour ces enfants qu'on va traiter de toxicophobes? Parce que quand ils sortent dans la rue, ils ont peur quand ils voient. C'est des zombies qu'on a, c'est des vampires qu'on a. On l'a vu sur de nombreux reportages, des images de nombreux reportages qu'on a déjà diffusés. Vincent, c'est vrai que le problème, on l'a dit, il change de place, mais n'avance en rien. Ces jeunes toxicomanes, enfin jeunes ou moins jeunes, sont toujours là et créent toujours des nuisances et restent des patients qui ne sont pas soignés. Et de ce point de vue, le témoignage de M. Sassi est tout à fait poignant et on comprend parfaitement son désarroi. 3 choses. L'absence d'intervention politique est le vrai problème. Il n'y a pas d'intention politique. Comment peut-on décider de ne pas intervenir, sachant que le problème s'aggrave? C'est ça qui paraît aberrant. J'ai envie de vous dire, l'économie ne fait pas tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on nous parle de la start-up nation. Quand M. Macron se déplace en Seine-Saint-Denis, il nous dit c'est la Californie sans le soleil, sans la mer, enfin, que sais-je. Voilà, on va diriger la France comme une entreprise. Eh bien, voilà l'écueil d'une non-vision des véritables problèmes. La permissivité
n'est jamais une politique. Là, on est vraiment dedans. On est au cœur du problème. On a véritablement le sentiment que sur ces sujets-là, il y a un problème. Tout à l'heure, vous disiez, il suffit de traiter par la force, de mettre ces gens qui fument du crack et qui, par conséquent, sont en infraction, en prison. Bon, si le phénomène était si simple, si d'abord il y avait une volonté politique et si le phénomène était si simple, ça se saurait. Autre chose, ces gens qui fument du crack, sont-ils des gens qui arrivent sur notre sol, qui sont en situation irrégulière ou non? C'est pourquoi je disais qu'il fallait faire marcher sur deux voies, à la fois le problème de la sécurité et celui de la santé. Parce que j'ai le sentiment que dans ce pays, comme on a un grand cœur, et c'est très bien, c'est dans la tradition française, on reçoit des gens, on les fait venir et on ne s'en occupe pas. Peut-être y a-t-il dans ces gens qui, hélas, sont à la fois qui sont victimes de leur addiction, est-ce qu'il n'y a pas dans ces gens des gens qui sont parfaitement en situation irrégulière et qu'on laisse comme ça? Parce qu'il y a quand même une volonté de les fixer dans certains quartiers. Voilà. Qui semblait être une façon de mieux les contrôler aussi au départ. C'est là et pas ailleurs. Quand monsieur parlait de la gare du Nord, effectivement, qui est la première gare d'Europe, il faut voir quand même l'image que nous donnons de l'étranger quand les gens arrivent gare du Nord. Mais on a l'impression qu'on les fixe quelque part. Là, le problème est là, et que ensuite, eh bien, tant que ça n'irrite pas sur d'autres quartiers, ben, on se dit, bon, finalement, le problème est fixé. Et... Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, qu'on choisit l'endroit, on va mettre, entre guillemets, la misère du monde? Mais j'ai le sentiment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on déplace en périphérie, après ça partira, peut-être que ça arrivera dans ma ville, parce que c'est un peu plus loin, je suis d'accord avec toi, mais c'est ça la réponse des ministres à la fois de la justice, des ministres de la police, de la santé, déplacer la maladie ou déplacer le problème. Mais non, excusez-moi, si c'est pas un constat d'échec majeur et d'incompétence, je comprends pas. On va s'arrêter là. On remercie Tarek Sati d'avoir été en ligne, en vidéo avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur du collectif Paris Anti-Crack. On se quitte quelques minutes et puis on évoquera un nouveau refus d'obtempérer qui s'est produit dans le Cher. Bon, tu vas voir. Il est 11h30, nous poursuivons nos débats dans Midi News. Dans un instant, on évoquera un nouveau refus d'obtempérer qui s'est produit dans le Cher. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio. C'est le 3e épisode de canicule depuis le début de l'été en France. Elle va débuter dans le sud du pays aujourd'hui avant de monter vers le nord demain et après-demain. L'Ardèche, la Drôme, le Gard, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse ont été placés en vigilance orange. Des températures entre 35 et 39 degrés sont attendues dans la journée. L'important incendie dans le Gard a été fixé cette nuit. 370 hectares de végétation sont partis en fumée et 2 habitations ont été touchées par les flammes. 6 soldats du feu ont dû être évacués. L'un d'eux a été gravement blessé, brûlé aux mains et au visage. 400 pompiers sont encore engagés ce matin. 2 hélicoptères doivent les aider à traiter les lisières des forêts. Cette image en Grande-Bretagne, la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a remporté une course amicale de voile. Le Royaume-Uni affrontait la Nouvelle-Zélande hier. L'épouse du prince William est la marraine de l'organisme de charité de l'équipe britannique de voile. Formidable, dit Vincent Roy. Et oui, il faut saluer les exploits, les défis. Ah ouais, moi j'ai une passion pour Kate Middleton. On en parlera. On en parlera une autre fois, si vous le voulez bien. C'est dommage, j'étais intarissable sur on vous réinvitera pour parler de Kate Middleton. Alors, il nous faut évoquer à présent ce nouveau refus d'obtempérer. Hier à Bourges, dans le Cher, un policier a été percuté par un chauffard qui n'a pas voulu s'arrêter à un point de contrôle. Un deuxième agent de police a ouvert le feu sur le véhicule à 4 reprises. L'homme a pris la fuite. Il a fini par se rendre. Il sera jugé en comparution immédiate cet après-midi. Je vous propose d'écouter la réaction de David Auriol, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police à Bourges. On évitait le drame. Ça aurait pu être dramatique. Je ne peux pas vous dire pourquoi cette personne a pas voulu s'arrêter, mais imaginez, parce qu'on n'est pas assuré, parce qu'on a un peu d'alcool, risquer la vie de quelqu'un pour ça. On assume. Si on conduit un véhicule qu'on n'a pas le permis, on assume d'être arrêté. Mon collègue, heureusement, a eu les bons gestes, a pu s'écarter à temps. C'était d'ailleurs des collègues expérimentés, c'est des collègues qui ont plusieurs années d'expérience sur le terrain. Voilà, si on décide de jouer avec les règles, dit ce syndicaliste, il faut assumer le risque de se faire pincer. Est-ce qu'on est là au cœur du sujet? Certains, non seulement se croient au-dessus des lois,
mais refusent en plus de payer, on va dire, le prix de leurs éventuelles prises de risque. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des Français acceptent d'obtempérer, mais on a quand même une augmentation du refus d'obtempérer. Et la plupart du temps, ceux qui refusent d'obtempérer sont des personnes qui ont déjà eu des problèmes avec la loi et le respect de la loi. Et pour ces personnes-là, pour protéger les policiers, pour restaurer l'ordre public, je pense qu'il est important de changer la doctrine au niveau de la police. La police, aujourd'hui, a le droit de tirer, notamment lorsque leur vie est en danger. Je pense qu'il faut clarifier les règles et mettre une présomption d'innocence pour les policiers. Ils sont les premiers à le demander, qu'on clarifie la règle. C'est-à-dire, soit j'ai le droit de tirer, soit je ne fais plus rien. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, pour permettre et de changer les mentalités, de changer le paradigme et provoquer un choc psychologique, il faut dire clairement que les policiers ont le droit de tirer à chaque refus d'obtempérer et notamment de clarifier la législation qui est en vigueur pour élargir le cadre. Pourquoi est-ce que vous allez me dire ça? Mais surtout, c'est donnez-nous le droit de tirer en assumant les éventuelles conséquences qui peuvent aller jusqu'au blessé ou à la perte de vie d'un chauffeur. Vous allez me dire qu'éventuellement, il y aura un risque de blessé. Mais si par cas, on diffuse notamment plusieurs cas de faits divers, auquel cas les policiers auront tiré et ça se répand auprès de la population, est-ce que les gens, après, une fois qu'il y a un risque d'être blessé, ils accepteront de prendre le risque de refuser d'obtempérer? Donc c'est pour ça qu'on doit changer le paradigme. Il faut davantage protéger les policiers et ceux qui permettent de garantir l'ordre que davantage les personnes qui sont en situation de délinquance. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut soutenir les policiers ensuite après. Ça veut dire que notamment les policiers doivent être soutenus par la hiérarchie. Parce que si un policier tire sur des personnes qui refusent d'obtempérer, ils auront un risque pour leur carrière, notamment leur domicile. On l'a vu dernièrement, de toute façon, auditionnés, mis en garde à vue, placés en garde à vue, et une enquête est déclarée. Et dans ce cas-là, il faut les soutenir pour ne pas avoir des risques comme l'affaire Théo ou Justice pour Théo, auxquels on s'attaquait davantage aux policiers, on mettait davantage contre leur honneur que leur présomption du fait qu'ils respectent l'ordre. Donc je pense qu'il faut les soutenir activement. C'est ça les deux éléments clés pour changer de paradigme. Et une fois qu'on aura ça, dans les 2-3 premiers mois, effectivement, il y aura toujours des cas et des risques de dérive. Mais ensuite, à long terme, on arrivera à résoudre la situation. Oui, la voiture est une arme. Est une arme, c'est-à-dire qu'il fonce vers un policier armé pour le blesser et le tuer. La légitime défense me paraît de facto à mettre en place et pas à chaque fois douter. Deuxième chose, il y a la peine aujourd'hui, c'est 1 an de prison. Il faut qu'il prenne 1 an de prison. Cette personne, on va attendre le jugement, d'accord? Mais il faut que les peines qui soient mises au maxi. Là, il y a tentative de meurtre volontaire, parce qu'il a accéléré. Je ne trouve pas qu'un an, c'est trop court. Non, mais je vous dis, aujourd'hui, je ne peux pas changer, je ne suis pas législateur, je ne suis pas parlementaire, mais aujourd'hui, c'est 1 an. Il faut qu'il prenne minimum 1 an, puisqu'il passe en comparution immédiate. Ce soir, il faut qu'il parte avec 1 an. C'est déjà le premier message à passer, d'accord? Et puis, en effet, quand un policier, on doit le protéger, sa vie est en danger, il doit se défendre. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Voilà. Il n'y a pas de complaisance, aucune complaisance. Est-ce qu'on est passé, Vincent Roy, on est définitivement dans une société du défi permanent vis-à-vis de l'autorité, plus en plus souvent? Tout le prouve. J'aimais bien tout à l'heure quand l'un de mes corréligionnaires de ce matin rappelait que là on était sur un cas, que dans la majorité des cas quand même les citoyens respectent quand la police leur demande d'obtempérer. Mais le refus, si vous voulez, il est le symptôme de quelque chose. Il s'agit de réfléchir, est-ce que cette société veut encore faire société? Vous savez, la police, elle est nécessaire à la démocratie. Si on préfère la milice, il faut changer de régime. En fait, c'est ça la vraie question. Est-ce que cette question, est-ce que ces Français qui décident de ne pas obtempérer ou qui sont délinquants pour X raisons se posent cette question ou ont envie de faire société Certes non, mais on peut quand même y réfléchir pour eux. Oui. On est là pour on peut surtout essayer de les réintégrer dans cette société. C'est un peu ça l'idée, parce que effectivement, refuser, puisqu'on voit, en fait, c'est pas un refus, c'est qu'on voit un certain nombre de citoyens ne plus respecter la police, ce qui veut dire ne plus respecter la démocratie. Et ce policier le disait, pour une carte grise ou un véhicule volé ou un manque d'assurance qui est à condamner, mais effectivement, si on réfléchit, n'est pas si grave et ne mérite pas qu'on aggrave son cas au point de blesser un policier. À chaque fois, de toute façon, on a peur que les cas s'aggravent. Lorsque vous disiez tout à l'heure, c'est très compliqué cette affaire. Si, effectivement, et c'est ce que les policiers demandent, si ils ont une présomption, comme vous le disiez tout à l'heure, et peuvent, par conséquent, dégainer et tirer, encore une fois, attention aux conséquences, etc. Ce qu'il faudrait dans l'absolu, c'est évidemment, mais c'est un vœu pieux, je le sais bien, même en le disant que c'est un vœu pieux, ce serait changer les mentalités. Bon, changer les mentalités... Ça prend plus de temps. Ça me paraît aujourd'hui un peu dépassé. Mais enfin, il faut peut-être appeler ça au départ, c'est peut-être le préalable. Moi, j'ai très peur, effectivement, de toute façon,
avec la présomption. Moi, j'étais très étonné, enfin, quand j'ai vu pour l'affaire de Lyon, là, ces policiers se prendre beaucoup de coups, ils sont là pour cette affaire-là, ils sont assez merveilleux, quoi. C'est-à-dire qu'ils gardent un sang-froid, parce qu'ils ont quand même pris des coups, ils tirent même pas un coup en l'air, etc. J'étais étonné de voir qu'ils gardaient un sang-froid, voilà, ils étaient littéralement agressés par énormément de gens. On a dit une trentaine de personnes. Pour l'instant, on en a pris que deux. Mais on leur dit ne répondez pas. Et on leur dit ne répondez pas. Au commissariat, on les formate pour pas augmenter en fait ce qui pourrait se passer par la suite. Voilà, c'est-à-dire ne répondez pas signifie ne jouez pas votre rôle jusqu'au bout. C'est très très compliqué pour eux aussi. Je veux dire, il y a là encore une fois peut-être une volonté encore une fois politique de ne pas enflammer les choses. Imaginons le mauvais geste d'un policier. Vous savez, je tiens beaucoup cette théorie des émeutes de 2005. Je crois qu'il y a une jurisprudence 2005 qu'on veut surtout pas que ça s'enflamme. Et comme on ne veut pas que ça s'enflamme, on demande à la police d'y aller mollement sur l'accélérateur. Et ça, c'est un vrai problème. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Le souci, c'est qu'on ne veut pas que ça s'enflamme pour deux raisons. Les émeutes de 2005 et l'affaire Malik Oussekine en 86. Voilà. Donc on a peur d'une émeute. Mais c'est là où les Français se posent des questions sur l'efficacité de l'ordre de l'État, notamment sur la question de la justice et de l'ordre régalien. Comment ça se fait que les Français lambda qui respectent les règles doivent s'accommoder et notamment doivent adapter les règles par rapport à ceux qui ne la respectent pas? Comment ça se fait que l'État soit fort contre les faibles et faible contre les forts? Et c'est ça la véritable problématique. Moi, je pense qu'il faut véritablement changer les mentalités. Et pour changer les mentalités, moi, je pense que ce qui marche, c'est le choc psychologique. Les gens ne comprennent que le choc psychologique. Ils l'ont compris lors de la crise sanitaire. On pensait raisonnablement qu'ils n'arrêtaient pas à respecter le couvre-feu et finalement, ils ont respecté les couvre-feux et les confinements. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la majorité des Français obtempèrent, respectent les règles. Et donc, pour permettre ce genre de choses, je pense qu'il faut faire un choc psychologique très fort, dans la mesure où il faut donner plus de pouvoir à la police pour en fait qu'ils aient le moyen d'agir. Un choc psychologique sur les Français, ce serait quoi? Sur ceux qui refusent d'obtempérer, c'est-à-dire que si par cas vous avez des risques, et notamment vous renversez le paradigme. C'est-à-dire si vous permettez aux policiers d'intervenir dans les cités... C'est non seulement la prison dès ce soir, et c'est plus qu'un an. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est plus qu'un an. Mais si par cas vous avez des cas de faits divers, avec des personnes qui refusent d'obtempérer, admettons qu'ils soient blessés, comme les cas qu'on a eu il y a 3-4 semaines, et bien en fait les personnes se diront, mais si je refuse d'obtempérer, j'ai un risque d'être blessé. À partir du moment où c'est leur cas personnel qui va être mis en cause, est-ce que vous aurez beaucoup plus de personnes qui vont refuser d'obtempérer? Là actuellement, les gens refusent d'obtempérer parce qu'ils savent d'une part que la police n'a pas le droit de tirer, parce que la balle soit peut écorcher la voiture pour écorcher sur un riverain, soit ils savent que les policiers doivent viser les roues, et c'est assez compliqué de viser les roues dans la mesure où ils doivent penser à leur propre vie d'abord. Et donc c'est assez compliqué, la doctrine actuellement est mauvaise. Et comme les personnes savent que les policiers n'ont pas le droit d'intervenir, ils savent qu'ils ont le droit d'aller dans l'impunité totale. Et ce qui est vrai pour 2005, pour les rodéos. Vous avez raison, 2005 a fait cette chose où en fait maintenant l'État a peur. Voilà. L'État a peur. À partir du moment où quelqu'un a peur, il ne peut pas agir. Il est terrorisé par cela. 2005 a marqué à tout jamais sur un événement qui a enflammé la France. Donc surtout plus jamais, parce qu'en fait, on ne pourra pas. Et du coup, c'est une réponse à court terme, mais à long terme, c'est catastrophique. Parce que le mal a encore grandi. Le mal a grandi. C'est-à-dire, on s'est dit, c'est toujours le problème du politique, une réflexion à court terme, mais jamais à long terme. Et on voit bien que pratiquement 20 ans après, le pire est là au quotidien. Voilà, c'est tout. Donc c'est un échec de choix. Il faut tout simplement, et vous avez raison, on respecte tous la loi, certains ne respectent pas, on dit pourquoi pas nous. C'est une catastrophe. L'égalité doit être pour tout le monde, délinquant et pas délinquant. Et ça, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On évoque une autre affaire qui a retenu notre attention, ce dossier d'un Syrien de 30 ans suspecté de 2 viols commis en pleine rue à Reims, l'un en février, l'autre le mois dernier. 2 faits qui sont en tout point similaires. Les 2 victimes de jeunes femmes racontent avoir été agressées de la même façon alors qu'elles rentraient chez elles après une soirée. L'homme a été confondu par une trace ADN, sans domicile connu et en situation irrégulière. Il a été interpellé au mois de juillet. On va s'arrêter une première fois sur justement le fait qu'on ait ici une nouvelle fois affaire à un suspect en situation irrégulière et récidiviste. Avant de vous entendre, messieurs, je vous propose la réaction de Laurent Jacobelli. Les faits sont têtus, l'immigration continue d'exploser en France, qu'elle soit légale ou illégale, et malheureusement, notre gouvernement a toujours la main molle pour expulser les étrangers qui ont commis des délits. Donc il faut maintenant à nouveau contrôler nos frontières, et quand quelqu'un est pris la main dans le sac, il faut le renvoyer chez lui immédiatement. C'est une question, je le répète, de volonté, plus que d'appareil législatif, mais je vais vous rassurer, si de nouvelles lois vont dans le bon sens, nous les voterons à l'Assemblée nationale.
Réaction également de Gérald Darmanin qui rappelle que la France reste une terre d'accueil. Vous en parliez tout à l'heure sur un autre sujet, mais le ministre de l'Intérieur dit qu'elle expulse aussi plus ces dernières années. Écoutez. Depuis 2 ans, on a expulsé 3000 étrangers délinquants. C'est une augmentation sans précédent de nos expulsions d'étrangers délinquants. Mais on doit continuer à le faire. Il y a des choses qui nous empêchent de le faire. Et notamment, parfois, des règles législatives qui nous empêchent de le faire. Je me suis, je crois, très clairement exprimé. La France est généreuse, elle accueille les étrangers. J'ai moi-même 2 grands-pères qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais on doit respecter la République lorsqu'on vient dans la République. Oui. La France est généreuse. Elle accueille tout le monde, elle ne regarde ni la religion, ni la nationalité, ni l'âge, ni le sexe, ni le genre. Elle est généreuse et je pense que c'est très bien qu'elle reste généreuse. Mais elle est exigeante aussi. Et la fermeté, c'est qu'on ne peut pas accepter des gens qui soient des criminels sur notre sol, qui trafiquent des stupéfiants, qui s'en prennent à des policiers, qui sont responsables de violences conjugales. Vincent Gérald Darmanin dit la France est exigeante. L'est-elle assez? J'aime bien l'idée qu'elle soit exigeante et que dans le même temps, elle ait du cœur. Mais dans l'intervention de Gérald Darmanin, une chose m'intéresse. On dit on ne peut pas faire autant que l'on voudrait puisque les lois... Et c'est sans précédent déjà, 3000 expulsions. Et on en appelle souvent d'ailleurs, on nous dit mais l'Europe nous interdit. Non mais c'est pas vrai ça. Ça c'est une... Regardez l'Allemagne. L'Allemagne expulse davantage que nous des délinquants en situation irrégulière. Et c'est un grand État européen, expulse davantage. Là, je vois qu'en France, bon, nous avons encore une fois, s'agit-il soit d'une volonté politique, soit, mais en l'espèce, non, quelqu'un qui commet 2 viols, ainsi que vous le citiez, en situation irrégulière, etc. Là, pour moi, c'est pas de quartier. La France est dans un triple carcan, un carcan administratif, un carcan législatif et un carcan idéologique. Et je vais commencer par l'idéologie. Je pense que la France est enfermée dans la question de la bien-pensance, dans les mesures où elle a voulu, après, pour réparer ce qui s'était passé après la Seconde Guerre mondiale, vouloir réparer ses torts sur la question de la repentance, à accueillir toute la misère du monde, comme le disait Michel Rocard. Seulement, on ne peut pas faire ça parce que ce qui marche en matière de migration, notamment sur les autres pays, c'est d'avoir un objectif et une doctrine qui est claire. Quand vous parlez de la politique migratoire américaine, la politique migratoire du Royaume-Uni, celle de la Chine ou du Japon, vous savez quelle est la doctrine. Je pense qu'il faut avoir une doctrine claire, qui est double. C'est est-ce qu'une personne qui vient sur le territoire français correspond à sa civilisation et sa culture? Est-ce qu'elle correspond à l'intérêt national? Si elle répond à ces 2 critères, dans ce cas-là, on peut l'accueillir. Ensuite, après, sur la question du carcan administratif et législatif, on a des règles qui nous permettent, qui nous bloquent en fait en termes d'accueil et d'expulsion. Sur les questions d'accueil, moi je pense qu'il faut changer l'accueil, c'est-à-dire qu'actuellement on traite les demandes sur le territoire français. Moi je pense qu'il faut mettre en place des hotspots et faire en sorte que les demandes soient faites à l'étranger dans nos ambassades et nos consulats, ce qui nous permettra on n'a pas de problème d'expulsion dans ce cas-là. Donc là vous réglez le problème de ceux qui viennent et qu'on n'arrive pas à expulser. Ensuite après il y a ceux qui sont sur le territoire français et qu'on n'arrive pas à expulser. On a un carcan qui s'appelle la Convention européenne des droits de l'homme qui nous oblige notamment à respecter certaines règles, notamment d'un point de vue juridique, etc. Des questions de délai, c'est-à-dire qu'une personne qui est victime d'un OQTF a le droit de faire un recours, etc. Donc je pense que tant qu'on ne sortira pas de ce carcan, on n'arrivera pas à résoudre le problème. Et une fois que vous mettez tout ça en place, c'est-à-dire vous combattez l'idéologie et la doctrine et vous sortez du carcan administratif et législatif, là on pourra expulser. Et après il y a une troisième solution, c'est la question des accords et avec les pays étrangers. Ça veut dire qu'on a 3 pays auxquels on a des difficultés, c'est les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie et Algérie. Si par cas on ne revient pas sur les accords qu'on a passés dans les années 60 dans le cadre de la décolonisation, on n'arrivera pas à régler la situation dans la mesure où on a 35% des demandes d'expulsion qui concernent ces pays-là. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, déjà au moins ça ira mieux. 2 carcans, inefficacité et mensonge. Ce ministre ment souvent. Je vais lui prouver. Il a été en Algérie pour essayer de débloquer les choses. Il s'est pris un vent monumental. Et en fait, avec cette menace d'arrêter les visas, on est passé de 597 expulsions à 22, monsieur le ministre. La vérité, il est infernal, ce ministre. Il est infernal. Moi, j'en peux plus. C'est-à-dire qu'il dit des contre-vérités qu'on peut vérifier. Vous avez vu, à chaque fois, c'est comme ça, il part à 200 à l'heure. On l'a vu pour le Stade de France, on le voit partout. Et là, il nous dit qu'il a fait plus de QTF. C'est faux. C'est faux. En Algérie, il a pris une fessée. Et ça n'a rien changé. Alors qu'il arrête de nous mentir et qu'il devienne un peu plus efficace et qu'il parle surtout moins et moins vite.
Il y a un deuxième point très étonnant dans ce dossier. Cet homme sera donc, on l'a dit, bientôt jugé, mais en correctionnel, et ce, à la demande des victimes. Une audience est prévue donc au mois d'août. En correctionnel, ça veut dire pas devant une cour d'assises qui, normalement, relève de ce genre de crime. Ça veut donc dire que cette violence, dont on dit qu'elle se banalise au quotidien, elle se banalise aussi du côté des victimes qui sont prêtes à se dire, bon, finalement, j'ai été violée, je caricature ce qu'on peut avoir compris, mais on ne va pas l'envoyer aux assises, je suis d'accord pour qu'il aille en correctionnel. Comment on peut comprendre ça? C'est à la demande des victimes. Bien sûr, c'est en consultation avec les avocats, mais comment on peut interpréter ça? C'est pas choquant? Ah là, je vous avoue, d'abord, c'est choquant, et je vous avoue que devant cette annonce, je suis un peu interdit. Voilà, si ces femmes ont été violées, évidemment, c'est passible de la cour d'assises. Je ne vois pas pourquoi on minorerait. C'est pourtant ce qui va se passer. Ça revient quasiment à requalifier l'infraction, puisque si elle n'est plus passible juridiquement, c'est une requalification de l'infraction. Si elle n'est plus passible des assises, si le viol n'est pas dans ce cas passible des assises, il faut donc requalifier l'infraction, sans quoi elle n'a pas le droit de citer au correctionnel. Très étrange que deux personnes différentes prennent la même décision. C'est très très étrange, d'accord. Donc puis il y a l'avocat qui doit conseiller quand même. Bien sûr. Donc il faudrait aussi interroger l'avocat comment il a pu accepter ça. Comment il a pu accepter ça et déroger à la loi. C'est très mystérieux. C'est très mystérieux. L'avocat. Il faudrait interroger l'avocat, ils ont peut-être le même avocat, et savoir pourquoi il les a conseillés de mettre cette procédure en place. Alors, on va écouter la réaction de Georges Fenech, notre consultant CNews, justement sur aussi ce que ça change sur la peine éventuelle que risque cet individu. Cet individu n'avait rien à faire sur le territoire national, il aurait dû être expulsé. Ne l'ayant pas été, eh bien, il s'est trouvé en situation de commettre ces crimes. Et qui plus est, il ne sera jugé que par un tribunal correctionnel. Il n'encourt que 5 ans d'emprisonnement, alors qu'en réalité, les crimes doivent être jugés par une cour d'assises et il encourt 20 ans de réclusion. Donc on peut s'étonner aussi du choix de cette comparution immédiate, au prétexte, semble-t-il, que l'affaire serait jugée plus vite. Voilà, c'est ce qui est invoqué, on préfère aller plus vite. L'objectif, c'est donc le parquet de Reims a précisé, donc au journal Le Figaro, l'objectif est d'aller plus vite pour des affaires dites simples. Ah oui, alors là, effectivement, c'est plus vite, c'est vitesse, c'est précipitation. Là. Qui déclare ça? C'est qui? Le parquet de Reims, et qui dit aussi vouloir éviter l'ouverture d'une information judiciaire obligatoire pour les crimes et souvent longue. Oui, mais il y a un point, c'est que la personne est en situation irrégulière. C'est-à-dire que le tribunal correctionnel peut prononcer, si je ne me trompe pas, une interdiction de séjourner sur le territoire. C'est-à-dire que dans tous les cas, en fait, on s'en fout qu'il reste ici, le but c'est qu'il soit expulsé. La difficulté, c'est ce que la Syrie va le reprendre, c'est ça notre question. Mais en tout cas, le tribunal correctionnel peut prononcer l'interdiction de séjourner sur le territoire. Je pense que c'est le sujet, et je pense qu'il y a un autre sujet aussi, pour la part des victimes, c'est que je pense que les victimes veulent passer à autre chose le plus rapidement possible, et c'est surtout pour ça, et je pense que c'est là où on a un véritable problème, c'est-à-dire qu'en fait, on a tellement fait évoluer les mentalités, il y a tellement eu de cas auxquels on a eu des cas de viol, auxquels les peines prononcées n'étaient pas à la hauteur de l'acte commis, qui étaient des actes, qui étaient des peines qui étaient plutôt faibles, notamment à ce que la personne pouvait encourir, et que les victimes se disent, il vaut mieux passer l'étape le plus rapidement possible, en sachant que de toute façon, mais bon, là c'est fait en consultation avec elle. Oui, mais les victimes sont d'accord, ça veut dire que les victimes pensent que de toute façon, la personne, notamment le Syrien c'est ce que j'ai tout à l'heure, elles acceptent, elles se disent que même si on passe en cour d'assises, vous n'êtes même pas sûr qu'ils prennent plus de 5 ans. C'est-à-dire que je pense que les victimes se disent ça. Et c'est là le véritable changement de paradigme, dans la mesure où les victimes ont intériorisé que l'État était faible contre les forts. C'est dramatique, alors. Sur la confiance aussi d'une population, vous êtes son État. On ne peut pas céder. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va tout le temps céder. Oui, mais on n'est pas à la place des victimes. Non, mais attendez, je suis d'accord, mais nous, on est à l'extérieur, on se rend bien compte que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va avoir une peine de prison qui ne sera peut-être pas effectuée, il ne sera peut-être pas envoyé en l'air, mais qui sera inférieure au crime. Parce que la société a évolué, parce que... Non, il y a un crime, il doit être puni à hauteur du crime. Si on revient là-dessus, on repart dans un truc où on descend, et cette société nivellement par le bas. Sauf que là, c'est la justice elle-même qui revient, entre guillemets, comme vous dites là-dessus. Mais parce que la justice, vous avez bien vu, on a 50% de juges en moins par rapport au reste de l'Europe, 50% de greffiers. Donc la justice, vous voyez bien qu'elle commence à craquer de partout. Ça craquelle, la justice. Pas la police, la justice. Donc aujourd'hui, voilà, on nous expliquera sûrement pourquoi, et peut-être qu'on interviewera ces deux personnes, c'est pas une, c'est deux qu'on a convaincu, en fait, de changer.
Et puis il y a une autre question qui se pose aussi, qui est celle des étrangers en situation irrégulière sur notre sol qui commettent une infraction. De deux choses l'une, je n'ai pas du tout d'idée sur la question, mais faut-il les expulser, et qui sont condamnés, qui ont commis une infraction, pardon, faut-il les expulser pour qu'ils soient condamnés ailleurs? Pour qu'ils soient condamnés ailleurs, ou non, mais le droit voilà, français est ainsi fait qu'il faut d'abord le juger. C'est une question qui se pose en tous les cas. Voilà. On s'est déjà posé ces questions, effectivement, parce que c'est très choquant de la part de... Mais je reviens sur... Non, mais la question, c'est est-ce qu'ils doivent commettre leur peine de prison ici, puis après être expulsés? Non, mais la question se pose déjà sur le jugement, sur la justice. Le jugement, on n'a pas le choix. Le jugement, on n'a pas le choix, on est obligé de les juger, c'est des principes juridiques, et sinon ils peuvent porter plainte, il faut faire appel dans la Convention européenne des droits de l'homme. Parce qu'on peut se dire, bon, en même temps, le fait de les expulser, même s'ils ne purgent pas leur peine chez nous, c'est une manière de préserver la société de leurs actions malfaisantes. Donc, voilà, sur ces questions, en tous les cas, il y a une vraie question qui se pose. Voilà. Le président algérien disait pourquoi il ne les reprenait pas, parce qu'en fait, il répondait aux ambassadeurs, il leur disait, mais vous les avez trop changés, en fait, ils ont vécu chez vous, on ne les veut pas chez nous. En fait, c'est ça ce qu'il a répondu, le président, quand Darmanin était... C'est pas ça la vérité, c'est que les personnes sont... Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Moi, je reprends ses propos. Il disait tout simplement que vous nous envoyez des gens qui ont vécu longtemps chez vous, qui ont votre mentalité, et on ne peut pas les reprendre chez nous. Il l'a dit très clairement à des ambassadeurs. Voilà. Donc c'est pas, voilà, ils veulent pas reprendre en fait tous ces gens qui sont des criminels. C'est clair, net et précis. Parce qu'ils seraient, s'ils sont criminels, c'est de notre faute en fait. C'est pas de la faute du pays qui vient. Donc voilà. Mais maintenant, il faut accélérer les choses. On peut pas rester le Darmanin. Il dit ce qu'il veut. Je veux des résultats. Et pourtant, les faits. On a parlé il y a quelques semaines d'une agression Gare de Lyon d'un individu en situation irrégulière qui s'en est pris à des policiers, qui a donc été arrêté, puis relâché. C'est-à-dire que, et là, pardon, c'est très difficile à comprendre pour beaucoup de Français. On arrête un clandestin, on se rend compte qu'il est clandestin, et on se dit, bon, bah finalement, on le relâche. Même là, on se dit, non, là, il y a déjà un dysfonctionnement. Mais c'est parce qu'il y a un abandon à tous les niveaux des pouvoirs publics. Il y a la justice se dit il y a des affaires plus graves à gérer, donc on a 25 affaires sur ce jour-là, donc on va gérer l'affaire la plus grave et on va abandonner cette affaire qui... Et outrage à la police ou rébellion dans la police, on sait que c'est quand même la personne qui est retenu contre vous. Vous prononcez une obligation de quitter le territoire français. La personne peut faire un recours. Il y aura des associations payées par la France. C'est-à-dire que les associations qui défendent ces personnes-là sont subventionnées par l'État, donc c'est quand même très fort. Ensuite, après, il faut un recours. On doit mettre en place des peines spéciales et on doit les loger pendant ce temps-là. Et ensuite, après, on doit prononcer un jugement. Ils peuvent faire appel. Et une fois qu'ils ont fait appel, il faut mettre d'accord avec le pays en question pour l'expulser. Et si le pays en question ne peut pas l'expulser, l'État lui-même renonce, à la fin, découragé par la procédure qu'il a lui-même mise en place. L'État renonce. Alors que si par cas on change le carcan et on change les règles depuis le début, dans ce cas-là, on prononce l'interdiction de quitter le territoire, on appelle le pays en question et le pays en question, vous lui dites si vous le reprenez pas, on coûte les aides publiques et l'aide au développement. Et dans ce cas-là, la personne va dire envoyez-moi, la personne, je vais l'accueillir avec volontiers. Voilà. Et ce que vous dites derrière, c'est que l'État français n'a pas le courage de faire ça. Le problème, c'est que c'est pour ça que j'ai cité la question de l'Algérie. C'est qu'il y a une question de repentance. Et donc, la plupart d'eux, je ne dis pas que toutes les personnes sont algériennes, mais en tout cas, le nombre d'Algériens qui sont concernés est assez important. En tout cas, Tunisie, Algérie, Maroc, ça concerne 35% des obligations de quitter le territoire. Et sur ces personnes-là, comme le pays d'en face, ambassadeur ou le président algérien peut dire attention, crime, la France se comporte comme un pays colonial, et que vous ne voulez pas aborder la question des banlieues comme tout à l'heure, et la France refuse de le faire. Enfin, le vrai problème, de toute façon, c'est vous évoquiez le président algérien, c'est que voilà maintenant des années que l'Algérie, se construit sur une haine française. Voilà tout. Il faut être très honnête sur ces questions. Ils nous font payer le passé tout le temps. Bien entendu. Oui, mais ils sont pas idiots. Si par cas on change la relation avec eux, on leur explique de toute façon, vous voulez vous développer, vous avez besoin d'argent parce que sinon votre gouvernement tombe parce qu'il y aura des révoltes. On leur propose un deal. Et dans ce cas-là, vous verrez qu'une fois que vous proposez un deal financier, les mentalités évoluent et ils vont dire que la France est un pays fantastique et que le co-développement avec la France sera fabuleux pour les deux pays. Mais je suis d'accord, la seule chose qu'on a fait, on va diminuer les visas. Ah bah, les beaux les faits, on a perdu 50 encore. Donc c'est pas efficace. En fait, les décisions qui sont faites au niveau ministériel. Rien n'est efficace à vous écouter. Oui, voilà, on ne prend jamais la bonne décision. Je crois qu'il a raison. Il faudrait qu'on voit un peu les échanges financiers, je dirais, entre ces pays, qui est dépendant de l'autre, d'accord, et quand on est dépendant de quelqu'un, on va lui coûter le plus fort. Oui, délicat, évidemment. Voilà. Allez, on se quitte quelques minutes encore, on fera un point sur l'information et puis on continuera de débattre. On reviendra notamment sur ces nombreuses réactions à la tribune de Michel Onfray dans le JDD. Il est question d'antisémitisme et de la France insoumise. À tout de suite.
Midi, bienvenue si vous nous rejoignez dans Midi News en compagnie de nos invités William Tay, Vincent Roy et Ludovic Toro. Dans un instant, nous reviendrons sur les nombreuses réactions à la tribune de Michel Onfray dans le JDD hier qui parle d'un troisième temps de l'antisémitisme en France, porté, soutenu notamment par une partie de la gauche. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité avec vous Mathieu Rio. Bonjour Mathieu. Bonjour Barbara, bonjour à tous. Le problème du crack n'est toujours pas résolu à Paris. Les toxicomanes avaient été déplacés vers la porte de la Villette, mais les nuisances se poursuivent dans le nord-est de la capitale. Les craqueux errent la nuit dans les rues, notamment place Stalingrad. Le reportage de Nicolas Winkler et Valérie Labonne. Dans le 19e arrondissement, place Stalingrad et à proximité du canal Saint-Martin, que les dealers de cette drogue aux effets dévastateurs vendent leurs marchandises à quelques mètres des installations de Paris-Plage. Jacques est un riverain de la place et il dénonce depuis plus de 3 ans ce point de deal sur les réseaux sociaux. Voilà l'attroupement à 0h45. Donc c'est le bar à crack. Un quartier qui montre 2 facettes à ses habitants. Celle de la journée, festive et relaxante des bords du canal, et celle de la nuit qui, à partir de 22h, change de visage. On peut voir les dealers et les consommateurs s'installer tranquillement. À 4h du matin, ça bat son plein, il y a une 50aine de personnes qui circulent. C'est une effervescence, on est sur un marché. De ses fenêtres, il peut assister chaque soir aux transactions qui se font sur ces marches, juste en bas de chez lui. Au moment où nous filmons, une femme est allongée, anesthésiée par les effets du crack. Comme ses voisins, Jacques doit subir jusque tard dans la nuit les nuisances récurrentes et les bagarres entre dealers. Ça fait 3 ans que je ferme mes fenêtres, j'ai mis des fenêtres à triple vitrage et je mets des boules caisses pour dormir. Mais c'est pas normal. Les voisins espèrent qu'enfin les autorités vont agir contre ce fléau du crack. Le nouveau préfet de police Laurent Nunez, nommé le 20 juillet dernier, a pour mission d'éradiquer le trafic de cette drogue de la capitale. Un policier percuté lors d'un refus d'obtempérer hier à Bourges dans le Cher. Il s'est vu prescrire une incapacité totale de travail de 3 jours. Son collègue a fait usage de son arme de service. Il a tiré à 4 reprises. Le chauffard a pris la fuite avant de se rendre. Il sera jugé en comparution immédiate cet après-midi. Je vous propose d'écouter le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police. On évitait le drame. Ça aurait pu être dramatique. Je peux pas vous dire pourquoi cette personne a pas voulu s'arrêter, mais imaginez parce qu'on n'est pas assuré, parce qu'on a un peu d'alcool, risquer la vie de quelqu'un pour ça. On assume. Si on conduit un véhicule qu'on n'a pas le permis, on assume d'être arrêté. Mon collègue, heureusement, a eu les bons gestes, a pu s'écarter à temps. C'était d'ailleurs des collègues expérimentés, c'est des collègues qui ont plusieurs années d'expérience sur le terrain. En Ukraine, c'est le premier chargement de céréales depuis des mois. Ce cargo a quitté ce matin le port d'Odessa à destination du Liban. Conformément à l'accord conclu avec la Russie à Istanbul, c'est une journée de soulagement pour le monde, s'est félicité Kiev. En particulier pour nos amis du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique, après des mois de blocus russe. Fin de citation. Du football à présent, le Paris Saint-Germain a remporté la finale du Trophée des Champions à Tel Aviv en écrasant le FC Nantes 4-0. Lionel Messi a marqué un somptueux but en driblant le portier nantais. Neymar a inscrit un doublé sur coup franc et pénalty. Une victoire qui permet à Christophe Galtier d'obtenir déjà son premier titre en tant qu'entraîneur du PSG. Et avant de retrouver Barbara et tous ses invités en plateau, c'est l'heure de votre chronique sport avec les temps forts de l'Euro féminin avec le sacre des Anglaises. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Une grande finale en apothéose. 87 000 personnes pour assister au dénouement de l'Euro dans un Wembley incandescent du jamais vu. Une fête marquée par une absence majeure, celle d'Alexandra Popp, capitaine et meilleure buteuse de l'Allemagne, blessée à l'échauffement. Chloé Kelly qui force le destin des Anglaises. 2-1, au bout de la folie, l'Angleterre décroche le premier sacre européen de son histoire chez les femmes, 56 ans après le succès des hommes, déjà à Wembley et déjà contre l'Allemagne.
C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. On reprend nos débats dans Midi News à midi 6 exactement. On revient donc à présent sur la tribune de Michel Onfray dans le JDD hier sur l'antisémitisme qui continue donc de faire réagir. Le philosophe dénonce un troisième temps de l'antisémitisme alimenté selon lui par certains membres de la gauche, du Parti communiste et de la France insoumise notamment. La France insoumise est-elle trop complaisante à l'égard de l'antisémitisme? C'est la question que l'on va se poser dans un instant. On revient d'abord sur les propos de Michel Onfray. La synagogue brûle, mais nous regardons ailleurs. Reprenant la formule de Jacques Chirac en 2002, Michel Onfray revient sur le discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv. Une prise de parole censée offensive qu'il définit comme une bouillie pour les chats. Selon l'essayiste, nous sommes pourtant entrés dans le troisième temps de l'antisémitisme. Voici venu le temps de sa formule anti-sioniste qui permet à la gauche des barbelés d'inviter à la haine du peuple d'Israël depuis 1948 en invoquant colonialisme, crime contre l'humanité et régime d'apartheid. Et de dénoncer. Cet anti-sionisme procède d'un islamo-gauchisme dont ses partisans nient qu'il existe. Le philosophe fustige en particulier une proposition de résolution contre la politique d'Israël présentée à l'Assemblée nationale par un député communiste. Une proposition signée par 38 parlementaires issus des 4 groupes de gauche, condamnant un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Déconstruisons cette mythologie qui permet à la gauche de croire qu'elle incarne systématiquement le camp du bien, de la morale et de la vertu, y compris quand elle part son antisémitisme d'un antisionisme que partageait déjà le grand moufti de Jérusalem qui souhaitait ardemment la victoire du Troisième Reich. Michel Onfray conclut sa tribune d'une expérience personnelle à Tel Aviv en Israël et rappelle que les Palestiniens peuvent y prier dans des mosquées. Monsieur, vous avez lu cette tribune, vous voyez aussi l'émulation, entre-temps, la France insoumise, notamment, qui réagit. Louis Boyard, du député La France insoumise, dit « Attention, Michel Onfray doit faire attention, c'est un mot aussi qui est lourd de conséquences, on ne peut pas l'utiliser comme ça à la légère. » Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il est aussi utilisé dernièrement à des fins politiques, ce mot d'antisémitisme? Non, c'est amusant quand la France insoumise dit aux autres de faire attention aux mots qu'il emploie, parce qu'en général, vous savez, la France insoumise, c'est quand même pas la gauche humaniste et libre dans l'esprit des Lumières, enfin... Dont est issu Michel Onfray d'ailleurs. Oui, ça me semble pas. Oui, le problème c'est que l'antisémitisme est une passion qui touche, pour reprendre un mot de Nietzsche, aussi bien la plèbe d'en haut que la plèbe d'en bas. Alors, à gauche, il y a toujours, comme à droite, je veux dire, on peut pas l'antisémitisme n'appartient pas hélas, à la droite ou à la gauche. La gauche a tranché sur cette question avec l'affaire Dreyfus. Là, on avait vraiment deux camps qui s'affrontaient, les choses. Bon, en plus, je rajoute qu'il ne faut pas confondre l'État d'Israël et les territoires occupés. Ça pose d'autres problèmes. Je pense notamment à la Cisjordanie, qui n'est pas sans poser problème. Onfray, il va dur, mais dans une certaine mesure, je crois qu'il faut chasser partout l'antisémitisme là où il se trouve. Et par conséquent, si la tribune d'Onfray sert d'alerte, pourquoi pas? Je vais vous faire entendre Alexis Corbière, qui a donc réagi à la tribune, et puis Michel Onfray, qui ensuite était sur notre antenne hier soir et qui a répondu à Alexis Corbière. Onfray, c'est devenu le petit télégraphiste des idées d'extrême droite. C'est un agenda fabriqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas islamo-gauchiste. D'ailleurs, je ne suis même pas gauchiste, je suis parlementaire. Je suis pour la démocratie et je ne suis pas islamiste. Je suis un laïc. C'est des mots fabriqués. Je ne suis pas là pour, comme un enfant, sauter à la corde que M. Onfray ou d'autres fabriquent. Il y a un mépris chez ce monsieur. C'est formidable. C'est-à-dire, il ne veut pas de débat. C'est-à-dire, je suis un petit télégraphiste. Il y a cette espèce de morgue et de mépris chez ce petit personnage-là qui est assez délirant, parce qu'on imagine bien qu'en 1793, c'est le personnage qui aurait évidemment signé les papiers pour qu'on aille me chercher, qu'on me décapite dans la foulée. On sent que le débat va durer encore quelques temps. La question principale, c'est pourquoi les 38 parlementaires veulent mettre ça en sujet à l'Assemblée. Je veux dire, il faut mieux aller sur place et régler. En fait, ils veulent importer le problème qui existe déjà dans notre pays. D'accord, on essaie de vivre tous bien ensemble, de partager les mêmes valeurs. Et lui, il va le remettre de l'huile sur le feu. C'est la question, qu'est-ce que vous voulez, les filles? Bon, il y a quelques socialistes là-dedans. C'est comme qu'il n'y a pas longtemps, là, par rapport aux propos liés au terrorisme, les filles disent non. Mais pourquoi
faire ça aujourd'hui? Il y en a tellement de pays comme ça qu'on pourrait mettre d'accord au banc. D'accord? Pourquoi faire ça aujourd'hui? Évidemment, là, on peut se poser la question à Corbière de son fait qu'il est antisémite et antisioniste. C'est évident, je veux dire. C'est évident aujourd'hui, il le dit lui-même. Parce qu'il n'y a pas de motivation. Je ne la vois pas. Pourquoi remettre le feu ici? Est-ce que ça va solutionner le problème sur place? Absolument pas. Par contre, chez nous, ça risque d'attiser le feu et on n'a pas besoin aujourd'hui d'attiser le feu. Faut-il rappeler que la dernière résolution de l'ONU désigne Israël comme cause des tensions avec la Palestine, hein. Il faut rappeler dans le même temps. Voilà, c'est pour oui, être, mais il y a tellement de pays dans le monde qui sont non, mais comme ça. La question, c'est pourquoi ils font ça aujourd'hui? Oui, on le sait, tu as donné la réponse. Donne-la, c'est la même qu'on a. Évidemment, la France insoumise devient de plus en plus un parti antisémite pour devenir le héros de l'islamo-gauchisme. Vous avez une concurrence à gauche pour attirer le vote des quartiers, auquel en fait ils masquent l'antisionisme. Sous prétexte d'antisionisme, ils font de l'antisémitisme. C'est ce qui s'est passé avec Corbyn, l'ancien patron du Parti travailliste au Royaume-Uni, et c'est ce qui se passe sur une partie de la gauche américaine, notamment l'extrême gauche. Et donc du coup, pour attirer le vote de l'électorat musulman, ils pensent qu'en fait ils vont devenir le héros en combattant, en se plaçant sur le conflit entre Israël et Palestine, et donc du coup, ils cautionnent des actes de plus en plus antisémites, ils cautionnent des discours de plus en plus antisémites. Vous aviez 3 temps de l'antisémitisme. Le premier, c'est celui de l'extrême droite qu'on a connu lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un deuxième acte antisémite, et qui va être lié au troisième, c'est que en fait, vous avez l'islam radical et l'islam politique qui est devenu qui faisait de l'antisémitisme, notamment envoyer ça en Seine-Saint-Denis, notamment pour lutter contre la question israélienne. En fait, dans chacun des pays occidentaux, vous importez la question Israël-Palestine, et les jeunes se disent victimes parce que les pays occidentaux soutiennent davantage Israël que Palestine, se disent qu'ils sont victimes et que notamment les pays occidentaux sont responsables de ça. Ensuite, du coup, vous abouchez sur le troisième acte qui est la question de l'extrême gauche. Et pour avoir ces voix-là, et pour battre les autres sur ces voix-là, et pour les encourager à se mobiliser, ils proposent et ils deviennent de plus en plus un parti antisémitisme. C'est-à-dire que si par cas vous ne vouliez pas lutter contre ça, et ben ces personnes-là, mais c'est la même chose pour LFI, hein, ça concernait également sur la question des policiers. Quand Jean-Luc Mélenchon a dit que la police tue et qu'il y avait un racisme structurel dans la police, il souffle sur les braises à des fins électorales. Voilà, c'est la réponse à la question. Alors pour rappeler justement cette proposition, on rappelle pour nos téléspectateurs qu'une quarantaine de députés de gauche, donc en majorité communiste, ont signé une proposition de résolution condamnant le régime, ouvrez les guillemets, d'apartheid institutionnalisé par Israël contre les Palestiniens, s'attirant donc vendredi une condamnation du CRIF qui parle d'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. C'est ce que vous disiez, William, à l'instant. Je vous propose d'écouter la réaction d'Élie Korchia. Ces 38 députés se sont déshonorés en déposant cette résolution. Parce que c'est une résolution qui va à l'encontre, par exemple, des accords d'Abraham, et puis c'est aussi à l'encontre de ce qui se passe en Israël. C'est la seule démocratie au Proche-Orient où vous avez des Arabes israéliens qui sont à l'Assemblée nationale représentés avec des groupes politiques, qui dirigent dans les pouvoirs publics des hôpitaux et des entreprises et tout ce qui concerne la démocratie au Proche-Orient. C'est faire fi de tout ce qui existe aujourd'hui au Proche-Orient. Donc c'est maladroit, c'est volontairement maladroit ou c'est volontaire, c'est polémique à dessein politique? Chaque jour, ils vont sortir quelque chose pour essayer d'énerver, pour se faire voir. Je leur rappelle qu'aujourd'hui, les lieux de culte sont protégés par des policiers. Ils veulent qu'on continue comme ça. C'est ça qu'ils veulent mettre le feu. Lui est coupable, lui est pas coupable. Mais vous êtes qui, monsieur Corbière, pour décider qui est coupable ou pas? Vous vivez là-bas? Vous vivez le conflit? Non, excusez-moi. C'est pas digne, je le dis très clairement, et je le dis rarement d'un parlementaire de mettre le feu comme ça aux poudres. Et pourtant, c'est l'argument avancé par de nombreux députés de la France insoumise, de dire justement d'apporter les vrais problèmes dans cet hémicycle. Mais c'est des solutions qu'il faut apporter. C'est pas en disant quelque chose, l'apartheid le sortant, que vous solutionnez le problème local. Non, le problème qui est là-bas, et vous aggravez le problème local. Ça peut donner des Mohamed Merah chez nous. Mais voilà, exactement. Attention. Après, vous attisez. Oui, attention au camp du bien et au camp du mal. Attention à ces sujets tellement inflammables. Attention à tout ça. Voilà, il faut être, je crois, extrêmement prudent. D'autant qu'effectivement, on peut très bien dresser un pont entre un antisionisme forcené et un antisémitisme. Évidemment, il y a un pont. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'avaient fait des humoristes, entre guillemets, comme Dieudonné, ce qui, sous prétexte d'antisioniste, donnait un discours complètement antisémite. Moi, je pense que c'est pour ça que la gauche dérive. C'est-à-dire que sous prétexte d'antisionisme, sous prétexte de se poser en héros des maltraités de la planète comme la Palestine, petit à petit, on dérive, et la gauche, dans son ensemble, et surtout la France insoumise, dérive vers un antisémitisme. Et surtout, ce qu'il faut, c'est voir les conséquences de ce type de discours sur la société. Je parlais tout à l'heure de la question des policiers. Est-ce que la gauche
notamment la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, n'a pas conduit à une haine anti-flic, notamment tenant un discours anti-police sur une question de racisme structurel d'État, etc. Est-ce que la gauche n'a pas alimenté un discours anti-État en parlant de racisme structurel de l'État envers les populations des quartiers? Est-ce que la gauche de Jean-Luc Mélenchon n'alimente pas une haine anti-juif, notamment en tenant ce type de discours sur les questions d'apartheid, etc. Je pense que la gauche est responsable, et notamment de Jean-Luc Mélenchon, d'une partie des fléaux dans la mesure où ils attisent les braises. Et surtout, si vous, par cas, il serait vraiment parlementaire, vous proposez un constat et vous proposez une solution. Quelle est leur solution pour résoudre le conflit entre Israël et Palestine? C'est un conflit qui dure depuis la Seconde Guerre mondiale, auquel on n'a toujours pas apporté de réponse, dans la mesure où les parties sont complexes, parce qu'il faut réunir tellement d'acteurs qui sont complètement différents. Et je pense que la gauche, sur cette question-là, devrait essayer d'être plus responsable. Elle rompt avec son... Il y a quelques jours, je crois que c'était hier, on commémorait Jaurès, et je pense que la gauche a tourné le dos à Jaurès. Alors, oui, ça... par le terme apartheid, ils viennent de lier antisionisme et antisémisme. C'est clair. Ce terme a relié les deux. Voilà ce qu'a fait aujourd'hui LFI. Et ça relance évidemment ce débat qui n'est malheureusement pas nouveau, l'antisémitisme en France, dont la France peut-être ne se séparera jamais. Je voulais vous faire écouter Laurent Jacobelli sur le sujet. Oui, il y a une explosion de l'antisémitisme. Il y a certains de nos compatriotes de confession juive qui sont obligés de quitter certains quartiers en banlieue parisienne, notamment souvent des quartiers où le député est un député de la France insoumise. Il y a une collusion, je tiens à le dire, entre certains politiques et certaines communautés qui font de l'antisémitisme un fondement de ce qu'ils prônent. Et bien tout cela est dangereux, on le voit bien. Et cette résolution qui vise à dire qu'Israël serait un État d'apartheid fait d'Israël un État racial, j'allais dire, et font du peuple juif une race. C'est marqué dans ce texte, c'est donc terrible. Alors, pardon, mais autrefois, c'est la gauche qui défendait la communauté juive. On a l'impression que là, aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Oui, c'est le jeu politique que vous en parliez tout à l'heure. Là, et évidemment, c'est la réponse du berger à la bergère. Maintenant, le Front National va laver plus blanc que blanc. Non, mais ça aussi, ça en dit long sur justement ces tactiques politiciennes, dans l'utilisation des discours et dans la défense. Quand M. Mélenchon était sénateur, il défendait Israël, d'accord. Il l'a déjà oublié, d'accord. Voilà, c'est la politique politicienne pour récupérer 2-3 voix. Je le dis très clairement, honte à eux. Oui, mais la question qui est abordée par Jacobelli est intéressante, c'est-à-dire que lors des commémorations des 80 ans du Ralph du Veldiv, le président de la République a dit qu'il fallait lutter contre toutes les formes d'antisémitisme. Il pensait principalement à celles concernant l'extrême droite, mais il a oublié les deux autres, sur la question de l'islam et sur la question de l'extrême gauche. Sur la question de l'islam, c'est très intéressant dessus, parce que tu viens de Seine-Saint-Denis, et donc tu vois cette question-là. On voit notamment que les populations juives sont obligées de fuir les quartiers où il y a une présence importante de personnes de confession musulmane. C'est-à-dire que comment on fait pour faire habiter sur le même territoire national deux personnes qui importent le conflit entre l'Israël et Palestine? Tant qu'on ne résoudra pas cette question-là, et tant qu'on ne répondra pas aux véritables questions, et qu'on pensera à des questions d'ailleurs, je ne vois pas comment la résolution du conflit israél-palestinien résoudra quelque chose sur le changement des populations des banlieues. Donc tant qu'on ne posera pas cette question sur le fait qu'il y ait deux autres formes d'antisémitisme, celle de l'islam politique et celle de l'extrême gauche, on ne répondra pas à la question de l'antisémitisme. Et si vous voulez encore avoir des actes terroristes, des personnes qui fuient en Israël et que des juifs qui ne peuvent pas se sentir en sécurité chez nous, c'est qu'on a un véritable problème. Pour élever, si j'ose dire, pour élever un peu le débat, je répète ce que j'ai déjà dit ici sur cette antenne, il me semble que ce qui est très surprenant dans la société dans laquelle nous vivons, c'est qu'on cherche sans cesse, non pas ce qui nous rassemble, mais ce qui nous divise. C'est assez étonnant, quoi. On va chercher absolument toutes les failles qui peuvent exister entre nous, et jamais ce qui peut nous rassembler. C'est le propre de la politique, diviser pour mieux régner. Oui. Et on a toujours fait ça, au lieu de tous nous réunir, on l'a vu dans tous les sujets. Tous les sujets, même quand on dit ça c'est noir, non, il faut trouver un qui va me dire que c'est gris ou blanc. C'est infernal ce pays. Et tu as raison, en Seine-Saint-Denis, des synagogues ont fermé. Pas par manque de gens qui venaient prier, mais parce qu'il y avait des barbelés, il y avait de la police. Et là, vous avez les filles qui arrivent et qui remettent le feu. Bah écoutez, nous, en tant qu'élus local, je vous dis, monsieur, ce que vous faites, c'est très mal, parce que ça nous met en difficulté au niveau de la police et du bien vivre ensemble, qu'on devrait tous avoir, d'accord? Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Alors, afin de bien vivre ensemble, il nous reste quelques minutes pour évoquer la fin des restrictions sanitaires. Officiellement, c'est à partir d'aujourd'hui que la France sort de cet état dans lequel elle était plongée depuis plus de 2 ans. Dans les faits, rien ne change vraiment puisque les restrictions avaient été levées, mais la possibilité de confinement, de couvre-feu, de port du masque généralisé ne pourront désormais plus être imposées par l'exécutif seul. Il faudra consulter le Parlement. Précision de Mickaël Dos Santos avec Marine Sabourin. Après plus de 2 ans de pandémie, les principales mesures d'exception contre le Covid-19 disparaissent.
Le pass sanitaire, l'obligation du port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu ne pourront donc plus être appliqués sans un vote au Parlement. Une mesure reste-t-elle en vigueur ? Un test Covid négatif pourrait être demandé à l'avenir aux voyageurs étrangers ou d'outre-mer de plus de 12 ans. Les outils de suivi de l'épidémie sont également prolongés. Le système d'information nationale de dépistage et contact Covid. Il permet entre autres de connaître le nombre de cas, d'accompagner les malades ou encore de fournir des attestations pour des voyages à l'étranger. Dernier point, la loi sanitaire prévoit également la réintégration des soignants non vaccinés en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Pour cela, la Haute Autorité de Santé aura le dernier mot. Alors voilà, ça y est, on en est enfin sorti. Et puis, on se dit que ça ne reviendra pas de sitôt, Ludovic Torrent. On précise d'ailleurs que le Conseil scientifique n'existe plus. Hein, il est officiellement mort et sera remplacé par un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Indépendant. Oui. Indépendant. Enfin, pour peu qu'on y croit. Nous ne pouvons pas être indépendants, nous sommes nommés par le ministre de la Santé. Et c'est pareil, ne me parlez pas d'indépendance, c'est un choix, d'accord ? Et dans la liste qu'il y avait, on passe de 17 à 19, on nous annonce qu'on va en récupérer quelques-uns, d'accord ? Oui. Mais la critique que j'ai à faire quand vous voyez la liste, ils sont où les médecins généralistes ? Ils sont où les infirmiers, ceux qui sont sur le terrain ? Ils sont où ? J'ai rien contre les grands professeurs, tout ça. Mais la Covid touche d'abord le peuple, localement. Et quand je vois la liste qu'il y avait initialement sur ce conseil, j'ai toujours dit, faites venir des médecins généralistes, des infirmiers. Il n'y a pas que des médecins, il y a aussi le soin. On n'a pas tiré les leçons, alors non, on ne tire rien. On ne va pas parler de la variole du singe, parce que je pourrais déjà vous donner quelques exemples où on fait les mêmes erreurs. Bah dites-nous. Je vais le dire. Aujourd'hui, on ne connaît pas le nombre de doses qui est disponible en France et sous secret défense. D'accord ? Première chose. Le nombre de doses de vaccins contre la variole du singe. Ouais. On ne l'a pas en France, il n'est pas fait en France, le vaccin, il est fait au Danemark. Deuxième chose, on nous dit que c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Il commence à y avoir des décès. Troisième chose, aujourd'hui, il est clair qu'on ne séquence pas. La France ne séquence pas. La mortalité, en fait, en Afrique est différente suivant que c'est une variole du singe du centre ou de l'ouest de l'Afrique, d'accord ? On peut aller jusqu'à 11% de létalité. Et bien aujourd'hui, on ne sait pas, on ne séquence pas non plus. En fait, les mêmes erreurs. Et on a mis, excusez-moi, on a mis 3 semaines à rembourser le test, alors que la maladie, elle est là depuis 3 semaines. Sérieusement, quand c'est qu'on va tirer des leçons de ce qui s'est passé parce que la pandémie du Covid, bien que là, ça s'arrête, la pandémie existe toujours. Le terme de pandémie existe toujours. Nous avons la pandémie HIV qui est en place, la pandémie Covid-19 qui est en place, et espérons que celle-ci, parce que l'avantage qu'on a, on a le vaccin. On a le vaccin par rapport au Covid, vous ne l'avez pas, nous avons le vaccin. Au début du Covid, nous n'avions pas le vaccin. Là, on a le vaccin. Mais que voulez-vous dire quand vous dites on ne séquence pas ? J'ai pas compris. Séquencer, c'est-à-dire qu'on essaie de savoir quelle souche que c'est. Parce qu'il y a 2 souches différentes, Centrafrique et Ouest-Afrique. Mais on ne sait pas. Et j'ai posé les questions à l'ARS, parce qu'on a une conversation avec le préfet de région. Il n'y a pas ces réponses. Ça veut dire qu'on n'a pas tiré de leçons ni de conclusions aujourd'hui. Donc raison de plus de se réjouir de sortir d'un état d'urgence sanitaire qui peut amener à prendre des décisions qui ne sont pas peut-être les plus adéquates par rapport à la situation. Il faut lire absolument le rapport de 53 pages de M. Delfrécy. Que vous avez lu. Que j'ai lu et que je vous résume, mes difficultés avec le politique. C'est-à-dire le politique, il fait ce qu'il veut de ce que vous dites. D'accord ? Ça, c'est clair. Ça, normalement, c'est plus possible. Enfin, le Parlement... Je ne sais pas, Macron est devenu de Jupiter, le président Macron est devenu de Jupiter à Vulcain. Fragilité des hôpitaux. Bah, ça, on s'est bien rendu compte. La santé mentale, d'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire vraiment ? 3, le rapport entre la médecine de ville que j'évoquais et l'hôpital. Il n'y a pas que l'hôpital, il y a la médecine de ville. Et ça, on l'oublie totalement. Le séquençage qu'on ne fait toujours pas. Et surtout, il a raison. Faire un conseil scientifique européen. Chaque pays a fait ce qu'il voulait. Chaque pays. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'on est excellent, c'est faux. On est au milieu, en fait. Les deux, parce qu'en fin de pandémie, c'est le nombre de morts. Le plus de morts au nombre de la population, c'est l'Italie et l'Angleterre, et le moins, c'est l'Allemagne et l'Espagne. Oui, mais il n'y a pas que les conséquences sanitaires, le nombre de morts. La question, c'est psychologique et les questions économiques. Et quand ce que tu vois, si on peut faire le bilan sur la question de la crise sanitaire, on voit notamment que la question du Covid, en fait, permet de mettre l'avènement de la Chine et le déclin européen. Au sein de l'Europe, la France est déclassée par rapport à l'Allemagne et les autres pays. Et surtout, moi, je pense qu'on a pris un risque essentiel, c'est qu'on a fait porter le poids de la crise sur ceux qui travaillent et les plus jeunes, notamment sur la question de la dette. Et après, à long terme, on se posera la question si c'était de façon pertinente. Et je pense qu'on a déjà des bilans au niveau historique. C'est que je pense que la France sortira affaiblie notamment de cette crise. Après, à long terme, on y est. C'est ce que dit Ludovic Torrent. Il faudrait qu'on tire les conséquences maintenant. Alors que des pays se sont sortis renforcés. Et je pense qu'il y a un autre enjeu que donne Delfrécy, c'est la question des risques épidémiques à venir. On a travaillé au début de l'année sur la question des grandes mutations. Ce qu'on voit notamment, c'est que le développement de l'usage de l'agriculture intensive dans les pays émergents rapproche les humains
des souches animales et de population. Et donc on a un risque de coronavirus ou de similarité de coronavirus qui sont de plus en plus importants. Et la France n'est pas préparée dans la mesure où on ne prépare pas les populations, notamment sur les questions de prévention et de soins. Mais vous avez raison, ça va au-delà de ça. La menace virale existera. C'est parti, on a mis les pieds dedans et c'est ce qu'il. Le problème, et il le dit aussi, on n'a fait aucun vaccin. Si on n'est pas autonome, si on n'est pas rapidement des vraies structures pour préparer à faire rapidement un vaccin contre un virus, on sera dépendant des autres. Il faut, au niveau de la santé, c'est important de ne pas être dépendant des autres. On ne va pas parler des médicaments où 80% sont faits à l'extérieur. S'ils coupent, on est tous morts, hypertension, diabète, d'accord ? Récupérons au niveau de la santé au moins le moyen de soigner les Français. Mais ça, la souveraineté, c'est vrai pour la souveraineté alimentaire. C'est partout, mais je suis d'accord. Voilà. T'as vu le déficit commercial dans la France ? On n'a jamais eu un déficit aussi important, et là, ils sont tous contents. C'est-à-dire qu'on a des pays, l'Allemagne est positive, et l'Italie même est positive, et nous, on est négatif. Et arrêtez de dire qu'on est les meilleurs. On n'a jamais eu un pays aussi dépendant sur les questions énergétiques. Merci messieurs pour toutes ces bonnes nouvelles. On se réjouit du constat que vous faites. Merci en tout cas d'avoir apporté vos lumières et fait ce constat auprès de nos téléspectateurs. Je vais changer de plateau d'invités, mais Midi News continue. J'espère que vous restez avec nous dans quelques minutes.